L'écologie, c'est fini. Sale temps pour l'écologie. Voilà ce que l'on peut entendre ou lire dans de nombreux médias ces derniers temps. Est-ce que, finalement, l'écologie, c'est pas en train de passer de mode? Il faut le dire, l'heure est au grand recul sur l'écologie, le climat, la santé, la biodiversité. Le rouleau compresseur est en marche avec notamment l'autorisation du chantier controversé de l'A69, la suppression des zones à faible émission, la suspension de MaPrimeRénov', la loi du plomb et la possible réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, le retour en arrière sur le zéro artificialisation nette, la tentative de moratoire sur les énergies renouvelables. 43 reculs écologiques depuis 6 mois. C'est reculade sur reculade. On va en parler. Depuis des mois, les abandons écologiques se succèdent. Aucun dispositif n'est épargné. Trop peu de gens mesurent en effet la gravité de ce qui s'est passé la semaine dernière, de ces reculs en cours, de ces attaques, de cette offensive, je dirais même. Sauf qu'un grand nombre d'élus, Marine Tondelier, eux, mesurent le recul de ce qu'ils appellent l'écologie punitive. Pour Marine Le Pen, c'est une victoire contre l'écologie punitive. Mais cette période marque aussi le grand retour des discours sur l'écologie punitive, portés en majorité par la droite et l'extrême droite, alliés à l'Assemblée nationale. Le sujet, c'est qu'on est face vraiment à la démonstration de l'écologie punitive. Une écologie qui est bureaucratique, qui est normative et qui touche en premier lieu la France d'en bas. Je pense qu'on peut le dire, une magnifique semaine pour le Rassemblement national dans sa lutte contre l'écologie punitive. Dirait-on que le code de la route est punitif? Dénoncerait-on l'interdiction punitive de l'alcool et de la drogue au volant ou du tabac dans les lieux publics? En matière de climat, plutôt que de l'écologie, n'est-ce pas plutôt l'inaction qui est punitive? L'inaction climatique est une arme de destruction massive. Et je pense que tous ceux aujourd'hui qui veulent mettre le pied sur le frein de l'écologie sont en train de nous envoyer et de nous faire accélérer dans le mur. Tout ceci se passe au moment où nous apprenons qu'il sera impossible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, comme prévu par l'accord de Paris. Et alors que la canicule nous frappe déjà. En clair, au moment où l'action est plus urgente que jamais, une grande partie de la classe politique freine, fait marche arrière même. En dépit des alertes des scientifiques et climatologues, en dépit de la réalité écologique. Je ne comprends pas l'attitude de nos politiques. Enfin, disons, tout est là. Voilà, donc, et les projections des scientifiques, on doit leur accorder de la crédibilité. On va dans le mur, vraiment collectivement, et vraiment, ça me semble complètement incroyable. Donc la communauté des climatologues n'est pas du tout surprise par la vague de chaleur qui arrive. Elle est effrayée. Elle est effrayée et dommage, on ne s'est pas trompé. Écoutez-nous. Écoutez-nous pour les 20 prochaines années. Alors, que s'est-il passé ces derniers mois sur le front de l'écologie? Comment autant de reculs ont-ils été possibles? Que raconte-t-il de l'état du débat public et politique sur les questions écologiques? Réponse dans cette 140e émission Écologie pour Blast. Avant d'entrer dans le détail, arrêtons-nous sur l'état du débat actuel sur l'écologie. Le rôle des politiques, c'est bel et bien d'appréhender l'avenir, c'est bel et bien de protéger les citoyens. Depuis plusieurs mois, 2 ans même, en réalité, les questions écologiques sont passées au second plan. Et l'écologie est attaquée de toutes parts, accusée de tous les maux. Les écologistes sont de plus en plus pris pour cible dans les médias et à l'Assemblée nationale. L'avantage des écolos, c'est qu'ils osent tout, et c'est à ça qu'on les reconnaît. Face à votre dictature verte, l'union large des droites, et avec raison, a su se dresser. C'est certainement pas les ayatollahs verts qui vont nous donner des leçons de démocratie. On n'est jamais assez écolo pour ces gens-là. C'est des gens qui vous mettent dans des camps de travail à la fin, qui vous anéantissent au sens propre du terme parce que vous êtes en vous-même une pollution. Mais cela ne passe pas que par des mots et des provocations. Toutes ces outrances infusent les débats parlementaires et s'immiscent désormais dans les lois au niveau européen mais aussi français. Nous en avions parlé avec le chercheur Théodore Tallant sur Blast. Tout ceci est le fruit d'un backlash, un retour de bâton qui a commencé au niveau européen en 2023. Mais ce backlash est surtout politique et non citoyen. En Europe et en France, une majorité de personnes sont toujours inquiètes de la situation climatique et en faveur d'une politique plus ambitieuse, à condition qu'elles ne mettent pas en danger leur sécurité économique, leur pouvoir d'achat. Mais l'écologie a été instrumentalisée par une partie de la droite, l'extrême droite, les libéraux et conservateurs pour créer de nouveaux clivages et avancer leur agenda politique. Ce retour de bâton ou ce contre-coup, ce retour en arrière, il est largement le fait d'acteurs politiques et médiatiques et soutenus par des acteurs économiques qui veulent revenir en arrière. Donc on voit des partis politiques de droite et d'extrême droite qui politisent la question et qui essaient d'instrumentaliser certains mécontentements très localisés. Qui aurait pu prédire
que la droite et l'extrême droite allaient s'allier pour attaquer l'écologie. Nous venons cette semaine de vider de sa substance le zéro artificialisation nette. Nous avons purement et simplement supprimé les zones à faible émission mobilité. Nous en sommes très fiers. Et là, on vient de voter un moratoire sur l'éolien. Mais ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez... Non mais, chers collègues, ce qui m'intéresse, c'est que vous soyez dans le sens de l'histoire avec nous. Par pédagogie, on voudrait vous avoir avec nous. Dans ce contexte, l'expression écologie punitive que l'on retrouve dans la bouche de personnalités de toutes les droites, et parfois même d'une partie du centre, a d'une certaine manière vocation à confisquer le débat démocratique. En faisant de toute nouvelle réglementation sur l'écologie une punition par essence, elle empêche les discussions de fond pour se demander vers quelle société nous voulons aller. Quels sont les efforts auxquels les citoyens sont prêts à consentir? Comment les répartir de la façon la plus juste possible? Pour que les mesures écologiques ne pèsent pas sur les plus précaires, celles et ceux à qui l'on ne propose pas d'alternative. Rappelons ici que les mesures écologiques ont, par principe, vocation à protéger la population, à lui permettre de vivre dans un environnement plus sain, d'être en bonne santé, de mieux se nourrir, se loger, mais aussi se préparer aux chocs présents et à venir. Ces chaleurs extrêmes, ces pluies diluviennes, elles vont arriver, elles vont avoir des impacts très importants, elles vont conduire à des morts, elles vont conduire à une insécurité sanitaire, une insécurité alimentaire, une insécurité sociale. Donc lutter contre le changement climatique, c'est plus de sécurité. C'est pour la protection des personnes et des biens. Pourtant, cette rhétorique sur l'écologie punitive qui tourne en boucle dans les médias donne le sentiment que c'est l'action face à l'urgence écologique qui serait punitive et non les canicules, les inondations, les chocs climatiques qui se multiplient et risquent de s'aggraver si rien n'est fait. C'est Alain en Haute-Garonne qui vous interpelle. Encore de la propagande pour convaincre les Français de se plier aux exigences punitives des écologistes. Face à l'utilisation à outrance de cette expression d'écologie punitive, les discussions, notamment médiatiques, sont de plus en plus binaires. Par une sorte de coup de baguette magique, les méchants deviennent toutes les personnes qui demandent des mesures ambitieuses face à l'urgence écologique. Et les vrais responsables du chaos climatique ne sont jamais pointés du doigt. Des écolos, des Khmers verts qui, eux, veulent une écologie... Khmers verts ? Oui, j'assume mon terme. Ce sont des gens pour qui l'humain ne compte plus. Aujourd'hui, seul compte la défense de l'environnement. Les pauvres petits Français, eux, ils vont se retrouver mis au respect par les Khmers verts qui voudront leur imposer la sobriété, qui est une autre forme. Non, moi je débat pas dans ces conditions. Je suis désolée. Non. Voilà. Il n'y a pas de Khmer vert. Ce n'est sûrement pas la première fois que vous entendez ce type de discours. Tout le monde ne le sait pas, mais les Khmers rouges qui ont inspiré cette expression de Khmer vert ont dirigé le Cambodge de 1975 à 1979. Ils ont mis en place un régime autoritaire, dictatorial, d'une extrême violence. Les Khmers rouges sont accusés de crimes de masse et de génocide pour avoir fait près de 2 millions de morts, victimes de torture, de travail forcé ou encore de famine. Voilà. C'est ça, les Khmers rouges. Et c'est important de le rappeler pour comprendre à quel point cette expression de Khmer vert est indécente et inappropriée. C'est aussi là qu'il y a une inversion théorique de la part de la droite et de l'extrême droite. À leurs yeux, les criminels seraient donc les partis et militants écologistes qui exigent des mesures face au réchauffement climatique et à l'extinction de la biodiversité. Et non, ceux qui sont à l'origine de ces destructions, comme les multinationales fossiles, les lobbies de l'agrochimie, qui se battent depuis des années contre toute loi ambitieuse sur le plan écologique. L'écologie punitive portée par les écologistes français aujourd'hui, ce sont des politiques toxiques. Et l'histoire, je pense, jugera très sévèrement cet apport négatif des écologistes à la vie publique et au bien-être des Français. Et au milieu de tout cela, Emmanuel Macron et son gouvernement s'insurgent des reculs sur l'écologie, alors que le président en est l'un des premiers responsables. Il a promis un quinquennat écologique lors de l'entre-deux-tours de la présidentielle de 2022. La politique que je mènerai dans les 5 ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Pour ensuite mettre l'écologie sur pause, multiplier les allers-retours et les renoncements. Beaucoup de choses sont détricotées qui concernaient l'écologie. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du siècle. Parce qu'on fait rarement les projets d'avenir en revenant sur ce qu'on vient de faire. On a eu beaucoup de constance depuis 8 ans. C'est-à-dire, on a dit, on peut faire en même temps l'écologie et l'économie. Et je trouve que ce qui a été fait ici montre que ça a plutôt marché. Simplement, on a fait à peu près le contraire de tout ce que sont en train de faire les gens qui veulent le détricoter. Le 7 juin, Emmanuel Macron déclarait à la presse quotidienne régionale « J'attends des acteurs et du gouvernement qu'on maintienne cette politique. Je ne suis pas content de ce que j'ai pu voir ces derniers jours. » Comme si le président n'y pouvait rien. Plutôt qu'essayer de surfer sur les craintes, les mécontentements ou les contraintes
que peut représenter la transition écologique, vous devriez accompagner les efforts des Françaises et des Français, les efforts du gouvernement, la mobilisation d'argent public qui permet, pas à pas, de progresser sur le chemin de la lutte contre l'émission de gaz à effet de serre. Les membres du gouvernement arriveraient donc presque à faire oublier que ce sont en partie eux qui ont réduit la place de l'écologie, en coupant notamment plus de 2 milliards d'euros de budget dans leur projet de loi finances 2025, adopté par 49.3 en février dernier. À nouveau, dans les annonces faites en avril, l'écologie était la première sacrifiée, avec 550 millions d'euros de crédits en moins. Et il est trop facile, député de la majorité, de jouer la fausse indignation sur l'abandon de l'écologie. La 69, c'est vous. Les coupes budgétaires sur l'écologie, c'est vous. La suspension de MaPrimeRénov', c'est vous. Le retour des néonicotinoïdes, c'est également vous. Nos vies, vous n'en avez rien à faire. Vous les vendez avec les ambitions environnementales de la France à la démagogie de l'extrême droite. La baisse des émissions de gaz à effet de serre de 20% en 7 ans, c'est nous. La baisse de la pollution de l'air de 31%, c'est nous. Le fonds vert, c'est nous. Le doublement du budget de l'écologie, c'est nous. Alors plutôt que rester les bras croisés, vous devriez plutôt nous battre avec nous. Selon les chiffres du CITEPA, entre 2017 et 2024, les émissions de gaz à effet de serre en France ont baissé de 18,56%. Donc on n'est pas loin de ce que dit ici la ministre de la Transition écologique. En revanche, la baisse des émissions a beaucoup ralenti en 2024. Selon les chiffres provisoires, elles ont diminué de 1,8% par rapport à 2023, alors qu'elles avaient baissé de 6,8% entre 2022 et 2023. Il y a aussi eu des propositions des citoyens. Moi, j'ai participé à la Convention citoyenne sur le climat, et c'est clair qu'elles étaient très riches. Le regret que j'ai, c'est qu'elles n'étaient appliquées qu'à hauteur de 20%. J'ai la conviction que si ces mesures avaient été appliquées plus largement, eh bien nous serions sur une meilleure trajectoire. Il faudrait diminuer nos émissions de 5% par an en France, oui. Et on a diminué de moins de 2% entre 2024 et 2023. Dans un rapport le 3 juillet, le Haut Conseil pour le climat appelle à un sursaut collectif pour relancer l'action climatique. Il déplore les reculs environnementaux inquiétants et les retards importants de l'action climatique. En clair, la France n'est pas sur la bonne voie pour tenir ses objectifs. Un reporter, Jean-François Soussana, président du HCC, explique. La polarisation croissante de la société, la gouvernance fragilisée et le travail de lobbying de puissants secteurs économiques liés aux énergies fossiles sont des freins à la transition. La trajectoire actuelle nous inquiète. La sociologue Sophie Dubuisson-Kellier, membre du HCC, ajoute « Les enjeux climatiques sont instrumentalisés dans le débat politique. On assiste à une démobilisation très forte de la classe politique. C'est en complet décalage avec la société française qui reste très préoccupée par l'enjeu climatique. » Je vous propose donc ici de faire le tour des derniers reculs écologiques les plus emblématiques pour bien les comprendre. L'association Réseau Action Climat a dénombré 43 reculs rien que sur le premier semestre 2025, qui sont autant de décisions prises par le gouvernement ou le Parlement allant à l'encontre d'une transition écologique et juste. La synthèse ajoute « L'analyse des votes montre que si ces reculs ont souvent été initiés par l'extrême droite ou la droite républicaine, le bloc central en a soutenu plusieurs ou a été trop divisé pour les contrer. L'absentéisme des députés a également joué un rôle clé dans l'adoption de certaines mesures régressives. Les 37 ONG du réseau, France Nature Environnement, Greenpeace, Oxfam, appellent les politiques à se réemparer de l'intérêt général. C'était un des sujets les plus explosifs des derniers mois, les zones à faible émission ou ZFE. Après un parcours législatif, l'Assemblée nationale a confirmé leur suppression le 17 juin dernier, dans le cadre du projet de simplification de la vie économique. Pour 275 contre 252, l'Assemblée nationale a adopté. Le texte doit passer en commission mixte paritaire en septembre prochain. Mais pour comprendre tout ce qui s'est joué autour des ZFE, il faut revenir un peu en arrière. Les ZFE ont été créés en 2019 et étendus en 2021 par la loi Climat et Résilience pour limiter la circulation des véhicules les plus anciens et donc les plus polluants dans les grandes villes, dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'air et de limiter les émissions de particules fines. Elles avaient été proposées par les 150 citoyens tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat. Dans leur proposition, ils appelaient à donner des moyens aux collectivités pour encourager la création de parkings relais et d'innovations permettant d'améliorer l'offre de transport alternatif à la voiture et de réduire les émissions liées au transport. Ils appelaient aussi à développer massivement des transports en commun pour qu'ils soient attractifs et plus nombreux, aussi bien à la campagne qu'en ville. Ce qui n'a pas vraiment été suivi des faits, nous allons le voir. En Europe, il existe plus de 300 ZFE. On peut citer Amsterdam, Londres, Madrid, Berlin
ou encore Milan. En France, des ZFE ont déjà été mises en place à Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier ou encore Strasbourg, dans 12 villes en tout. À Paris, comme à Lyon, les ZFE ont prouvé leur efficacité, puisque la concentration de dioxyde d'azote a chuté d'un tiers. À Paris, de façon plus générale, la politique de réduction de la place de la voiture a permis de diviser la pollution de l'air par 2 en 20 ans. La mise en place de ZFE a aussi permis le déploiement de nouvelles pistes cyclables ou encore de lignes de transport en commun. En avril de cette année, le Conseil d'État, saisi par des associations, a reconnu que la France avait effectivement un peu partout réduit ses émissions de dioxyde d'azote et de microparticules et que donc, et c'est cité nommément, les ZFE avaient été utiles et pourtant on les supprime pour des raisons politiques parce qu'elles symbolisent, elles arrivent au moment où il y a une vraie séparation entre les centres-villes occupés par les gens qui ont les moyens et le reste où les gens se sentent reclus parce qu'ils se sont sentis repoussés par les prix de l'immobilier et aujourd'hui dépendants de la voiture. Donc symboliquement, les ZFE, faut les tuer. Ce qui a lancé la fronde, c'est l'accélération des ZFE prévue au 1er janvier 2025. À cette date-là, toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants, une trentaine environ, devaient s'équiper d'une ZFE avec pour seule obligation poser une première étape en restreignant la circulation pour les véhicules qui n'ont pas de vignette Crit-Air, donc toutes les voitures immatriculées avant 1997, ce qui représente 2,5% du parc automobile français et un peu moins de 990 000 véhicules. Chaque agglomération devait décider ensuite, au cas par cas, d'interdire certains véhicules dans sa ZFE. Ce n'est qu'à Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble que les véhicules Crit-Air 3, les essences et hybrides non rechargeables, immatriculés avant 2006 et les diesels immatriculés avant 2011, sont censés être exclus de la circulation. Bien que les ZFE soient encore très imparfaites, l'impact de ce nouveau développement a été exagéré par leurs détracteurs. Puisque pour le moment, il n'y a pas d'amende et de nombreuses dérogations dans les villes où elles ont été mises en place. À Paris, les premières sanctions ne devaient être appliquées qu'en 2026. Dans la plupart des cas, il était prévu de faire donc dans un premier temps des ZFE dites pédagogiques pour informer les automobilistes. Mais cela n'a pas empêché la colère légitime de citoyens qui n'ont pas d'alternative. Surtout que ce sont souvent les plus précaires qui ont les véhicules les plus anciens. On trie les gens sous prétexte que leurs véhicules sont trop anciens et surtout, ils n'ont pas les moyens de les changer. La voiture, c'est déjà un gouffre en temps normal, donc là encore rajouter le fait d'être obligé d'en acheter une, ça va bloquer beaucoup de gens. S'engouffrant dans la brèche, le Rassemblement national a fait des ZFE l'incarnation de son discours sur l'écologie punitive. Soutenu par le mouvement Les Gueux, créé par l'écrivain Alexandre Jardin, et les associations d'automobilistes, le RN a réclamé leur suppression en agitant la menace de nouveaux gilets jaunes. Et je suis venu vous demander de réagir avant qu'on soit en enfer, avant que surtout le pays entre en révolte. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de se rendre compte, les 13 millions de propriétaires, que par un trait, la valeur de leurs bagnoles a disparu. Elles sont plus vendables. Et le gouvernement, en ne préparant pas de mesures sociales d'accompagnement, y a largement prêté le flanc. Est-ce que vous comprenez qu'on puisse voir cette suppression comme un recul pour la santé des habitants des villes ? Mais c'est une escroquerie! Qu'est-ce que vous dites aussi à ceux qui brandissent ces études sur des morts prématurées, sur des maladies ? Est-ce que cette question-là était pour vous hors de propos ? Bien évidemment non, mais c'est quand même une victoire, la victoire du bon sens sur l'écologie punitive. Le porte-parole du Rassemblement national ne répondra jamais à la question d'Apolline de Malherbe sur les études concernant la pollution de l'air. Pourtant, selon le dernier rapport de Santé publique France sorti en janvier 2025, elle est responsable de 40 000 morts prématurées par an, mais aussi de l'aggravation de maladies et de pathologies, comme le diabète ou les risques d'AVC. Le rapport montre qu'entre 12 et 20% des nouveaux cas de maladies respiratoires chez l'enfant sont liés à une exposition à long terme à la pollution. Un Français perd en moyenne 8 mois d'espérance de vie en lien avec l'exposition aux particules fines. Si les niveaux de particules fines étaient réduits pour atteindre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, cela permettrait, entre autres, d'éviter presque 30 000 nouveaux cas d'asthme par an chez l'enfant de 0 à 17 ans. L'OMS, qui rappelle que la pollution de l'air est l'une des plus grandes menaces pour la santé humaine, elle cause des AVC, des cancers du poumon, des affections respiratoires, entre autres. Tout l'enjeu incarné par les ZFE, c'est cette tension entre l'acceptabilité des mesures écologiques et leur impact sur la santé, l'environnement, pour protéger les citoyennes et les citoyens. Cette question de la pollution de l'air a pourtant été presque systématiquement balayée par les élus de droite et d'extrême droite, alors qu'elle concerne des dizaines de milliers de personnes, surtout les plus précaires, que ces politiques prétendent défendre. Il n'y a pas 40 000 morts qui pourraient être évitées grâce aux ZFE.
les fondements scientifiques de cette affirmation sont nuls. C'est une extrapolation, une modélisation dont les vrais scientifiques ont démontré qu'elle était insensée. Dans une interview sur LCI, Marine Le Pen expliquait que les ZFE n'apportent rien, encore une fois, en termes de santé publique. Ce qui est faux, puisqu'il a été démontré que les ZFE étaient efficaces pour diminuer la pollution de l'air en ville et améliorer la santé. Mathias Renaud et Pierre Meurin, 2 députés du Rassemblement national, ont eux célébré leur victoire sur la suppression des ZFE devant l'Assemblée. C'est une grande victoire pour nous, c'est un vrai plaisir, je pense qu'on est d'accord Mathias sur le plaisir qu'on a partagé avec ce vote. On va aller célébrer ça, mais on va surtout après se remettre au travail pour en avoir d'autres des victoires. Le député du RN, Pierre Meurin, en guerre contre les ZFE depuis 2022, a qualifié le vote de victoire culturelle contre les écologies punitives. Une victoire idéologique aussi, puisque le Rassemblement national, allié à la droite, a réussi à imposer un récit simpliste, à obtenir la suppression des ZFE sans proposer d'alternatives ou d'autres solutions pour réduire la pollution de l'air ou la place de la voiture dans les villes. Moi, je suis d'accord avec vous pour dire une chose. Il faut améliorer les ZFE. Mais si vous les supprimez, vous mettez quoi à la place? Rien. Donc les gens qui sont malades resteront malades, le coût économique de la pollution de l'air, il restera, le risque juridique pour la France de conformité avec la directive R de l'Union européenne, il sera encore plus présent, et le risque financier des pénalités que la France paye, 40 millions d'euros jusqu'à maintenant, continuera. Qu'est-ce que vous faites pour les personnes malades? La France insoumise, qui a aussi voté cette interdiction, a elle tenu un autre discours, en expliquant qu'en l'état, les ZFE n'étaient pas applicables, faute d'alternatives. Après le premier vote sur les ZFE, le groupe LFI a évoqué dans un communiqué une victoire contre un dispositif injuste, en ajoutant « LFI a proposé dès 2022 un moratoire sur les ZFE. Il est urgent de planifier nos mobilités en mettant de réels moyens dans des alternatives en transport en commun. » Pour la santé des gens, il est démontré qu'une politique d'augmentation des transports en commun et de gratuité des transports en commun serait 10 fois plus efficace. On refuse que les classes populaires soient l'objet d'un espèce de chantage d'un gouvernement qui n'en a visiblement absolument rien à faire. Les ZFE ne sont applicables que s'il y a une reprise en main forte du secteur de l'automobile, une reprise en main forte des prix qui sont proposés à l'achat pour les ménages et une reprise en main forte du développement des transports en commun. Ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Donc nous avons refusé le retour des ZFE tant que ces conditions ne sont pas réunies. Si les écologistes et les socialistes ont majoritairement voté contre la suppression des ZFE, plusieurs ont pointé le manque de débat démocratique et les failles du dispositif. Cette question-là, elle mérite mieux qu'un débat de quelques dizaines de minutes, ultra caricatural, avec une extrême droite évidemment surmobilisée pour avoir son trophée à la fin et des macronistes absents pour défendre leur propre bilan. Je rappelle que nous n'avons jamais dit qu'il fallait faire les ZFE comme ça. Nous n'avons pas construit les alternatives à la voiture suffisantes. Et donc là, le gouvernement a une grosse responsabilité. Dans une interview au Monde, Daniel Guiraud, vice-président PS de la métropole du Grand Paris, chargé de la transition écologique, accuse aussi le gouvernement d'avoir abandonné les collectivités. Il ajoute « Ce vote est le résultat de 6 ans d'inertie de l'État. Il est resté sourd aux demandes des élus pour accompagner les ménages les plus modestes. Au contraire, il a supprimé la prime à la conversion et réduit le bonus écologique. » Les villes de Lyon et Montpellier ont quant à elles dénoncé un vote contre la santé des Français et une erreur funeste pour les générations à venir. Mais vous ne sentez pas que le fond de l'air a changé quand même sur cette thématique de l'écologie aujourd'hui? Comment vous l'expliquez? On a à l'Assemblée des oppositions qui se sont mis, on va pouvoir en parler, le Rassemblement national, les LR, la SUC ont été contre ça, et la France insoumise qui ont décidé de voter contre les ZFE. Alors Mathias c'est ça la réalité, c'est pas nous qui avons voulu, c'est eux. Et moi je peux vous dire aujourd'hui que j'ai honte. J'ai honte de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Moi, je viens de la société civile et j'ai honte de faire ce métier de responsable politique. Rappelons ici que le gouvernement et le bloc présidentiel avaient pourtant défendu et obtenu une très forte baisse des aides aux alternatives et mesures d'accompagnement dans le budget 2025. Les aides aux véhicules électriques ont été divisées par 3, passant de 1,5 milliard à 500 millions d'euros. La prime à la conversion pour l'achat et le renouvellement d'un véhicule propre a été supprimée en décembre 2024, alors qu'elle aurait pu permettre à de nombreuses personnes de pouvoir circuler dans les ZFE en changeant de véhicule. Enfin, le montant du plan vélo a été divisé par 5 avec 50 millions d'euros en 2025 au lieu des 250 millions initialement prévus. Dans un document récent, le réseau Action Climat écrit « La ZFE est un outil qui a prouvé son efficacité pour lutter contre la pollution de l'air, à condition que sa mise en place soit accompagnée du développement de solutions de mobilité moins polluantes et accessibles à toutes et à tous. Transport collectif, mobilité douce, voitures électriques, covoiturage, etc. » Et c'est en grande partie là que les responsables politiques ont failli, en supprimant les ZFE sans proposer d'alternatives claires à leurs vieilles voitures aux personnes qui ne peuvent pas faire autrement.
Un réel débat démocratique a été manqué pour réfléchir aux moyens de réduire la pollution de l'air, mais aussi de poser la question de la place de la voiture, notamment dans les grandes villes. Une question qui va inévitablement se poser avec le temps et qui ne cesse d'être repoussée pour ne pas affronter la réalité climatique et énergétique. Est-ce qu'il faudra sortir de la voiture quand on voit de toute façon que la vente des véhicules neufs est en chute libre? Ça, c'est juste une question de temps, vous savez, parce que c'est très difficile de conserver des véhicules d'1,5 tonne par personne avec une énergie pas chère, dans un monde dans lequel il n'y aura plus de pétrole et plus de gaz et plus de charbon. Donc de toute façon, on va vers un monde avec moins de voitures. Ça, c'est absolument certain. Santé publique France évalue à 16 milliards d'euros par an le coût engendré par la pollution de l'air, en intégrant les coûts directs, indemnisation des maladies professionnelles, hospitalisation, etc., et indirects, mortalité prématurée, morbidité, perte de bien-être. Mais en plus de ce coût sanitaire, il y a un risque juridique. La France a déjà été condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour dépassement des seuils de pollution. En février dernier, elle a de nouveau été mise en demeure par la Commission européenne. La directive européenne qui impose de nouvelles normes de qualité de l'air entrera en vigueur d'ici 2030. Et si la France ne s'y conforme pas, elle s'exposera à de nouvelles amendes. Surtout que l'État français a déjà été condamné à plusieurs reprises par le Conseil d'État et a déjà dû payer 10 millions d'euros d'amende pour non-respect des normes de qualité de l'air. Selon Le Monde, la suppression des ZFE pourrait autoriser la remise en circulation de 2,7 millions de véhicules parmi les plus polluants dans les grandes agglomérations. L'une des autres propositions récentes qui a enflammé les débats politiques, c'est la loi Duplon. D'après le nom de son co-rédacteur, le sénateur LR, Laurent Duplon. Elle a pour objectif, je cite, de lever les contraintes liées au métier d'agriculteur. Cette loi vise à faciliter l'installation ou l'agrandissement des élevages industriels, à réautoriser des insecticides dangereux de la famille des néonicotinoïdes, comme l'acétamipride, à permettre la multiplication des méga-bassines, à mettre sous tutelle politique et industrielle l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Cette proposition de loi reprend assez clairement plusieurs demandes de simplification du syndicat agricole FNSEA. Le sénateur Laurent Duplon défend cette loi en expliquant que l'agriculture française est, je cite, la plus vertueuse au monde et qu'il faut cesser d'imposer des normes aux agriculteurs. La France, depuis de nombreuses années, a rajouté des entraves, des contraintes, des moyens complémentaires à la production ou des interdits sur certaines molécules, alors que les autres pays européens, non pas ceux à l'autre bout de la planète, mais tout simplement au bord de nos frontières, n'ont pas du tout les mêmes contraintes. Dans un article consacré au sénateur pour Le Monde, Laurence Girard écrit « Depuis son accession à la Chambre haute, M. Duplon est devenu la plume législative zélée de l'agriculture productiviste, le porte-voix de la direction de la FNSEA. La liste des amendements et textes défendus par le sénateur de la Haute-Loire prouve cette proximité idéologique. Que ce soit l'amendement déposé avec Bruno Retailleau, alors sénateur LR de Vendée en 2021, destiné à renforcer les sanctions encourues en cas d'intrusion illégale dans une exploitation agricole, qui visait implicitement les associations écologistes, ou bien celui défendu en début d'année envisageant la suppression de l'agence bio chargée de promouvoir et de structurer la filière biologique. Un peu plus haut dans le texte, on apprend également que l'élu de Haute-Loire multiplie les contre-vérités et les positions climato-rassuristes. Il aurait dit « Le changement climatique ne s'applique pas de la même façon sur l'ensemble du territoire. Aujourd'hui, il apporte plus d'avantages que d'inconvénients chez moi. » Le texte de loi a été largement adopté fin janvier en première lecture par le Sénat, dominé par la droite. Il devait être débattu le 26 mai à l'Assemblée nationale, mais il n'y a finalement eu aucun débat. Pour contourner les quelques 3500 amendements déposés, les partisans du texte et le bloc présidentiel ont proposé une motion de rejet votée par le Rassemblement national, les Républicains et une grande partie des macronistes. 274 voix pour, 121 contre. Seulement 1 minute et 26 secondes ont été consacrées à la proposition de loi. C'est la première fois depuis 1995 qu'une telle technique est utilisée pour éviter le débat. La France Insoumise, en protestation, a déposé une motion de censure, mais celle-ci n'a pas été adoptée. Pour l'adoption, 116. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Quelques heures plus tôt, les agriculteurs de la FNSEA garaient leurs tracteurs devant l'hémicycle pour faire pression sur les députés. On est là pour montrer aux députés, vous vous souvenez, tous ceux qui sont venus sur les barrages, de dire qu'ils étaient à nos côtés, qu'ils allaient nous sortir de la merde depuis maintenant presque 2 ans avec des aléas climatiques, des baisses de prix, des montées de charges. Aujourd'hui, maintenant, c'est le moment d'agir. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, et Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, étaient venus devant l'Assemblée nationale pour les soutenir. Mais si on continue, on va dans le mur, et paradoxalement, on importera des produits qui seront de mauvaise qualité. Le spectacle que donnent certains groupes politiques et les filles
et les écolos est absolument lamentable. 3500 amendements pour empêcher que le texte ne soit voté. Or, la démocratie, c'est voter. La démocratie, c'est décider. La démocratie, c'est faire. Le ministère de l'Agriculture, la ministre actuelle et ses prédécesseurs ne sont pas les interlocuteurs de l'ensemble du monde agricole dans ce pays. Ils sont les interlocuteurs globalement de la FNSEA et d'un modèle agro-industriel. Ça a toujours été, on parlait d'un modèle de cogestion entre les gouvernements successifs et la FNSEA. Aujourd'hui, c'est même complètement décomplexé. Enfin, on est à des niveaux indignes de la fonction du ministre de l'Agriculture. À gauche, les députés ont dénoncé une confiscation du débat. Le résultat des urnes est bafoué par le président de la République. En faisant alliance une fois de plus avec l'extrême droite sur l'un des textes les plus rétrogrades pour notre environnement, vous méprisez les électeurs qui ont voté pour vous pour faire barrage au Rassemblement national. Vous consacrez la République des lobbies aux dépens de la République du peuple. Vous n'avez que faire du résultat des urnes reflet de la volonté du peuple souverain. Pour vous, toutes les manœuvres sont bonnes à prendre pour se passer du vote de l'Assemblée. Tout le travail des commissions, les dizaines d'heures de débats fructueux entre députés sont jetés aux orties. Certes, vous avez fait des promesses, Madame la Ministre, à certains syndicats agricoles, mais elles n'engageaient pas l'Assemblée nationale, qui doit rester incontournable dans ces débats. C'est toujours un choix désastreux que d'enterrer le débat parlementaire. Et les parlementaires, opposés à la loi Duplon, ont continué d'interpeller sur ses conséquences, notamment lors des questions au gouvernement. Nous refusons cet agenda du désastre annoncé. Désastre économique, écologique, agricole, désastre sanitaire, démocratique et en définitive moral. Comme si sauver l'agriculture, c'était empoisonner les sols et les eaux. Quand comptez-vous enfin tordre le bras au lobby? La loi Duplon est une trahison de l'intérêt commun. Monsieur le ministre, nos cancers sont politiques, notre santé est politique. Quel est votre plan de réduction de l'exposition des Français et Françaises au cadmium et aux polluants? Même certains députés macronistes se sont insurgés contre ce texte. Nous avons une responsabilité commune, c'est bâtir une agriculture résiliente, respectueuse du vivant et des générations futures. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne répond ni à cette exigence, ni aux attentes concrètes des agriculteurs. Ce texte ne doit pas servir de cheval de Troie pour affaiblir nos exigences environnementales. Depuis, de nombreux agriculteurs et apiculteurs ont interpellé les élus pour expliquer en quoi cette proposition de loi ne répond pas à leurs préoccupations et met en danger leur capacité à pouvoir durablement assurer notre souveraineté alimentaire. Mais sans succès. À chaque fois que des lois qui concernent l'agriculture passent ces dernières années, la question des revenus des agriculteurs, elle est jamais présente. Et ce qu'on retrouve, c'est au contraire plutôt le détricotage des normes environnementales, mais qui finalement favorise plutôt l'agro-industrie et ses demandes, et pas vraiment les demandes justement de revenus des agriculteurs, et encore moins qui vont finalement laisser les agriculteurs sans solution face aux pesticides. Encore une fois, les données scientifiques ont été largement écartées au profit des arguments des lobbies. La compétitivité avant la santé publique. Le texte prévoit notamment la réintroduction d'un pesticide de la famille des néonicotinoïdes, interdit en France depuis 2020 en raison de ses effets sur les pollinisateurs et de risques pour la santé humaine. Mais le débat parlementaire a été confisqué malgré les innombrables tribunes et alertes. En mai, plus de 1000 chercheurs, médecins et soignants, ainsi que l'association Médecins du Monde, signaient une lettre ouverte pour s'opposer à la réintroduction de certains pesticides. Le 20 juin, une centaine d'organisations de la société civile publiaient une tribune dans Libération, dans laquelle elles écrivaient « Cette loi pourrait compromettre durablement nos capacités à répondre à l'enjeu de souveraineté alimentaire érigé comme majeur par nos politiques publiques. » Seuls 4% des agriculteurs interrogés considèrent l'interdiction des pesticides comme un problème majeur. Or, la loi en fait une priorité en proposant de réintroduire certains néonicotinoïdes aujourd'hui interdits. En aggravant la contamination de l'eau, l'exposition des paysans et des riverains à des produits toxiques, elle risque de poser un réel danger en matière de santé publique. C'est une substance aujourd'hui dont on sait qu'elle provoque des problèmes de construction du système nerveux chez les enfants, donc chez les humains. Donc il y a aussi derrière non seulement un problème de santé de l'environnement, mais un problème de santé humaine et évidemment au premier chef de santé des agriculteurs qui utilisent ces molécules. Donc ils sont eux-mêmes inclus dans cette problématique. Le 27 juin, une dizaine de directeurs de recherche au CNRS publiaient eux aussi une tribune dans Le Monde. La proposition de loi Duplon témoigne d'une vision court-termiste de l'agriculture et de ses conséquences
sur l'environnement que nous partageons tous. Son adoption serait un recul majeur pour le bien commun, à un moment où citoyens et agriculteurs, conscients de l'importance des enjeux, souhaitent le développement d'une agriculture respectueuse des hommes et de leurs environnements, produisant une alimentation saine de manière durable. Interrogé par Stéphane Foucard dans Le Monde, Maxime Molina, le président du directoire de la Fondation pour la recherche médicale, a lui dénoncé la tendance politique à ignorer les liens entre santé et environnement. Il explique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces sujets, ne pas prendre en compte l'état réel de la connaissance permet de gérer des situations de très court terme. Par exemple, répondre immédiatement aux exigences économiques de tel ou tel secteur, mais entraîne des problèmes qu'on va devoir régler à un autre horizon de temps. On fabrique les cancers et les maladies chroniques qui se révéleront dans 30 ans, en faisant quelques économies aujourd'hui, en évitant d'investir dans les substituts aux pesticides et aux produits chimiques dangereux. Nous créons des externalités négatives qui nous coûteront en définitive beaucoup plus cher. Il faut un véritable courage politique pour prendre en compte les données que la science et la recherche produisent. Le 29 juin, plus de 50 rassemblements avaient lieu contre cette loi. À cette date, les députés avaient reçu plus de 200 000 interpellations de citoyens par le biais de la plateforme Check ton politique. Mais cela n'a, semble-t-il, rien changé. Le lundi 30 juin, une commission mixte paritaire devait décider de l'avenir de la proposition de loi controversée et soutenue par le gouvernement. Elle était composée de 13 députés et 14 sénateurs qui ont discuté à huis clos d'un texte qui aura des répercussions immenses pour l'avenir de l'agriculture française. Selon l'enquête de Mediapart, parmi eux, il y avait 4 sénateurs directement liés à la FNSEA. Un ancien ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, 11 exploitants agricoles en exercice ou à la retraite et un ancien directeur de l'agroalimentaire. En clair, les intérêts de l'agro-industrie étaient bien représentés. Surtout que parmi ces 27 élus, seulement 14, les titulaires, pouvaient voter avec une sous-représentation de certaines forces politiques. Les écologistes, par exemple, n'avaient pas de voix, tandis qu'à l'inverse, le RN pouvait compter sur 2 voix et les Républicains sur 4. La droite, l'extrême droite et les macronistes ont voté en bloc. Sans surprise, la dernière version du texte prévoit de réautoriser l'acétamipride sans limite avec une réévaluation au bout de 3 ans par un conseil de surveillance. La construction de fermes-usines est facilitée et le texte final qualifie les retenues d'eau ou méga-bassines comme d'intérêt général majeur, alors qu'elles sont considérées par de nombreux scientifiques comme une maladaptation aux sécheresses présentes et à venir, qui risquent d'augmenter notre vulnérabilité tout en fragilisant les écosystèmes. En quoi est-ce que ça va permettre d'enrayer l'évolution vers l'agrobusiness, de rémunérer décemment les nombreux agriculteurs qui cherchent à mieux faire, de garantir la qualité de l'eau nécessaire aux cultures à l'heure où les glaciers fondent à grande vitesse et où l'eau de la Garonne dépasse 28 degrés à Golfech? Vous êtes comme des autruches, le nez dans le sable. Les cancers pédiatriques, on s'en tape. L'épidémie de Parkinson et d'Alzheimer chez les agriculteurs, on va faire des statistiques. Encore une fois donc, cette loi du plomb est le symbole d'un déni démocratique et scientifique qui ne cesse de se répéter sur les questions écologiques. Malgré les alertes des scientifiques, les interpellations des citoyens, la loi passe en force, en huis clos, sans réel débat démocratique, pourtant nécessaire sur l'avenir de l'agriculture française. Approuvée par le Sénat le 2 juillet, la loi doit être votée le 8 juillet à l'Assemblée nationale et a de fortes chances de passer grâce à l'union du bloc présidentiel, des Républicains et du Rassemblement national sur ce texte. Enfin, la loi de programmation énergétique a elle aussi provoqué des débats chaotiques à l'Assemblée nationale ces dernières semaines et confirmé l'influence grandissante du Rassemblement national. Mi-juin, le parti a obtenu l'inscription d'une relance massive du nucléaire, mais aussi l'adoption d'un moratoire sur tout nouveau projet éolien et solaire à l'initiative de la droite républicaine. Une proposition qui n'a aucun sens, puisque le rapport RTE sur les futurs énergétiques d'ici à 2050 montre que quel que soit le scénario envisagé, c'est-à-dire même avec une relance du nucléaire, la France ne peut absolument pas se passer d'un déploiement massif et urgent des renouvelables. Parmi les autres victoires du RN, un amendement pour procéder au redémarrage de la centrale nucléaire de Fessenheim a été voté, alors que cette centrale a été fermée en 2020 et est en voie de démantèlement. Une proposition jugée totalement irréaliste selon l'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Ils ont voulu faire un symbole politique de ça, parce que tout le monde sait que c'est pas possible de rouvrir la centrale de Fessenheim. Les machines ont été démontées, les circuits primaires ont été nettoyés à l'acide, donc on peut pas redémarrer. Les travaux de démantèlement sont très avancés. Là encore, on peut vous poser la question de la cohérence et de la faisabilité tout ça, aussi de c'est ce du que bidon. vous proposez. Et moi, j'alerte aussi les gens aujourd'hui qui non seulement ont fermé Fessenheim, mais continuent à abîmer cette centrale
pour empêcher peut-être un jour sa réouverture, ils auront à répondre devant les Français parce que c'est un mensonge d'État, la fermeture de Fessenheim. Maintenant, tout le monde le sait. Ça a été fermé uniquement pour acheter les voix des écologistes. Ces victoires du RN ont évidemment fait le bonheur de Pascal Praud. Alléluia! L'Assemblée nationale a voté hier un moratoire sur les éoliennes. Aucun projet d'installation de ces horreurs qui enlaidissent les campagnes et défigurent l'océan, notamment la baie de la Baule. Alléluia! L'Assemblée nationale a rejeté ces dépenses folles, ruineuses, qui allaient faire exploser les factures d'électricité au nom d'investissements dans des énergies renouvelables qui n'ont pas démontré leur efficacité. Alléluia! Tout ceci est en réalité symbolique de la déconnexion du RN dès qu'il s'agit des sujets énergétiques et plus globalement écologiques. Il faut démondialiser les acteurs de la mondialisation. Le 24 juin, c'est donc en grande partie le moratoire sur les énergies renouvelables proposé contre l'avis du gouvernement qui a poussé l'Assemblée nationale à rejeter la proposition de loi de programmation énergétique, avec 377 voix contre et 142 voix pour. Mais le débat n'est pas terminé. Le 3 juillet, Bruno Retailleau sortait une tribune dans Le Figaro pour demander un renforcement du parc nucléaire actuel et l'arrêt des subventions publiques allouées à l'éolien et au photovoltaïque. Je dis à M. Retailleau que sa tribune est inadmissible et anachronique, anti-scientifique, climato-négationniste. Expliquer aujourd'hui qu'il faut un moratoire sur les énergies renouvelables, enfin attendez, c'est un scandale, je ne sais pas si on se rend bien compte. Dans le monde entier, on déploie le renouvelable à tour de bras. Même en Chine, partout, les gens ils ont compris que c'était ça l'avenir. Et en France, nos petits réacs de service, qui sont contre la science, contre tout, qui savent tout seuls comment il faut faire l'écologie, sont contre. Et bien écoutez, ils porteront l'entière responsabilité. C'est irresponsable, c'est du populisme le plus, je dirais, basique, c'est-à-dire que, au fond, peu importe l'intérêt des Français, pourvu qu'on aille récupérer des voix à droite et au-delà. Donc là, on est rentré dans le dur, on est rentré dans l'implémentation, et donc les forces contraires s'expriment. Donc porosité au lobby, intérêt particulier à préserver, privilège. On est en fait dans un monde qui se crispe et qui conduit à l'inaction. Et on voit ce que l'inaction veut dire. On est en train de vivre une canicule aujourd'hui qui va être certainement sans précédent en France, à un moment qui est crucial, en particulier pour l'agriculture. Et donc en fait, on court de crise en crise. Alors que la France suffoque sous la chaleur, la confusion sur l'écologie est totale et les reculs se multiplient dans un climat qui ne cesse de se réchauffer. Dès lors, comment dépasser ce retour en arrière ? Comment créer de l'adhésion pour des mesures qui ont vocation à préserver nos conditions de vie ? Nous l'avons vu, l'acceptation des politiques climatiques doit passer par une sensation de justice. Le fait d'adapter les efforts demandés aux contraintes des citoyens en fonction de ce qu'ils gagnent, de leur lieu de vie. Et donc d'avoir de réelles mesures d'accompagnement. Des mesures qui, pour beaucoup, ont été supprimées ou rabotées par le gouvernement. À l'image de MaPrimeRénov', qui a été suspendue. Un dispositif d'aide pour les rénovations énergétiques globales et les travaux d'isolation, plus que jamais nécessaires pour toutes les personnes qui vivent dans des bouilloires thermiques. Peut-être il y a des moyens de rafraîchissement, des sachets qui permettent, mis dans le congélateur, de rafraîchir le ventilateur pendant un certain temps. Autrement dit, nous avons à portée de la main un vrai travail à faire pour que ces épisodes caniculaires ne touchent pas les plus fragiles. Les frustrations et les colères existent aujourd'hui. Il ne s'agit pas de les nier, mais peut-être d'y répondre autrement. Une partie de l'opinion publique, influencée par des médias et discours politiques qui instrumentalisent l'écologie, a basculé dans une forme de déni, de renoncement aussi. L'extrême droite, alliée à la droite, formule un discours qui nie le plus souvent les réalités écologiques. Elles promettent un confort immédiat, zéro contrainte, sans préparer l'avenir ou se soucier de l'habitabilité de notre planète. De plus en plus de personnalités politiques semblent vivre dans une réalité parallèle. Il est donc temps, plus que jamais, d'avoir de vrais débats démocratiques, pour que les citoyens puissent avoir leur mot à dire sur leur avenir, mais aussi des médias à la hauteur de l'urgence actuelle, qui permettent de comprendre ce que nous vivons, de partager la même réalité. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a permis d'y voir plus clair. Je n'ai pas pu être exhaustive, mais vous pouvez retrouver toutes mes précédentes chroniques et entretiens sur la playlist écologique de Blast pour comprendre ce qu'il se joue depuis des mois. N'oubliez pas que Blast est un média indépendant, alors si vous le pouvez, abonnez-vous ou faites un don sur blast-info.fr. À très vite sur Blast.